donc c'est Chloé qui présente aujourd'hui, donc Chloé Aupépin, qui est actuellement une stagiaire chez nous avec Laura et moi et qui, dans le cadre de son stage, là tout de suite maintenant, travaille sur l'impact de la vaccination sur l'antibiorésistance. Donc ça sera peut-être dans un autre séminaire, pas pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, Chloé va nous raconter ce qu'elle a fait dans son stage précédent. Donc ça reste quand même en lien un petit peu avec le domaine du risque infectieux, mais je vais laisser Chloé en dire plus par rapport à tout ça. Ok, alors je vais partager slide, pour voir si ça fonctionne. Et ça a l'air de fonctionner. Oui, très bien. Ok. Eh bien, bonjour à tous. Donc, moi, comme un copain l'a présenté, je suis en stage ici depuis un mois et j'avais fait un stage l'année dernière au laboratoire Cergy. Et donc, je vais présenter un peu aujourd'hui ce que j'ai fait là-bas. Du coup, le sujet, c'était de réussir à prédire des concentrations maximales humaines pour pouvoir essayer d'avoir une information sur la toxicité des médicaments et aider à la sélection des composés, mais très en amont du développement. Donc, pourquoi est-ce que ça, c'était intéressant? Si je remets un petit peu le processus de développement des médicaments, il commence par, on va trouver notre cible en fonction de ce qu'on étudie, après trouver l'ensemble des médicaments qui peuvent interagir avec cette cible. Après, on a deux étapes qui sont les deux étapes ici qui consistent en fait à choisir le meilleur candidat médicament parmi ceux qui ont été étudiés. Et après, on a trois phases de développement qui font le développement en fait clinique. Et ce qui a été remarqué, c'est qu'il y a 90% des développements cliniques des médicaments qui n'arrivent pas à bout. Et donc, l'idée, c'était d'aider à la sélection des composés en amont de ces phases-là, et notamment d'essayer de prédire en amont la toxicité des médicaments pour qu'elle n'apparaisse pas trop tard en dernière phase, par exemple, du développement. Ok. Alors ensuite, la toxicité, elle est notamment dépendante d'un paramètre qui est la concentration maximale atteinte dans le sang, notamment pour la toxicité cardiaque. Donc là, j'ai représenté en fait un profil assez classique de pharmacocinétique de la concentration dans le sang en fonction du temps. Et en fait, le médicament, la concentration va augmenter jusqu'à atteindre ce pic-là, puis après être éliminé du corps humain. Et si ce pic-là dépasse un seuil qui est noté ici, donc un seuil de concentration qu'on considère toxique, eh bien, on va avoir de la toxicité qui apparaît chez l'homme, ce qui est à éviter. Et donc, l'idée, ça va être de réussir à trouver cette concentration maximale avec les données qui sont disponibles. Les deux principaux objectifs du stage que j'avais fait là-bas, c'était réussir à comparer les composés entre eux, donc réussir à les classer les uns par rapport aux autres en termes de toxicité, et ensuite pouvoir aider au développement des médicaments. Donc pour le premier objectif, ça commence par calculer en fait ces différentes concentrations maximales que je viens de présenter, avec différentes méthodes et en fonction des données qui sont disponibles. À partir de ces valeurs-là, on peut déterminer ce qu'on va appeler une dose toxique, que je présenterai dans la suite de la présentation. Et en particulier, on se considère pour le cœur et le foie, principalement d'ailleurs le cœur ici. Et enfin, à partir de ces doses toxiques qui sont déterminées, on va définir un score pour chacun de ces composés et du coup pouvoir les comparer entre eux. Et donc, tout ça, c'est pour pouvoir réussir à comparer les différentes molécules dans un stade très précoce du développement. Et ensuite, on peut réutiliser toutes ces méthodes-là pour pouvoir aider au design en fait, des médicaments en amont en déterminant quelles sont les hypothèses ou les paramètres importants et qui font par exemple apparaître de la toxicité et où en fait il faudrait contrôler très en amont du développement. Donc ça, c'était les deux objectifs principaux du stage que j'ai fait là-bas. Donc pour commencer, ici, j'ai remis un schéma qui explique en fait le premier objectif. Donc le premier objectif, c'était ici, on calcule différentes concentrations maximales. Ensuite, on a notre détermination de dose toxique, une pour le cœur, une pour le foie. Et enfin, un score pour essayer de comparer les composés.
Maintenant, une chose importante à retenir ici, c'est tout ce que j'ai mis dans le premier bloc ici. Parce que pour pouvoir estimer notre concentration maximale, il faut choisir comment est-ce qu'on l'estime. Et notamment, c'est ce que je vais appeler des scénarios par la suite. Un scénario, ça va être un choix de données disponibles, parce qu'en fait, au fur et à mesure du développement du médicament, on a plus ou moins de données. Au départ, on a juste des données physico-chimiques, après, on peut rajouter des données in vitro, et après, il y aura aussi des données in vivo animales, par exemple. Et moi, je m'arrête au in vivo animal, parce que le but, c'est d'avoir une estimation avant qu'on passe en phase clinique. Donc ça, c'est l'ensemble des données, et au fur et à mesure du développement, il y en a plus. Et donc, associé à ces données-là, on va choisir une méthode d'estimation de notre concentration maximale. Et chacune de ces combinaisons-là donnera une valeur différente de ces max qu'il faudra ensuite traiter et choisir un score pour savoir quoi en faire. Donc maintenant, je peux parler un petit peu plus de comment ces scénarios-là ont été créés. En pharmacométrie, en pharmacocinétique, on utilise, les modèles les plus simples à utiliser, c'est des modèles à un compartiment qui vont en fait du coup déterminer comment le médicament va se transformer et même se déplacer dans le corps. Le premier modèle, c'est un modèle où on modélise une administration par voie intraveineuse. Donc, le médicament arrive directement dans le sang, qui est en fait modélisé plus ou moins ici par un compartiment central qui a un certain volume de distribution. Et il va ensuite être éliminé au fur et à mesure avec une certaine vitesse d'élimination qui va dépendre de la clairance. Donc là, on voit déjà apparaître deux paramètres qui vont servir à l'estimation de notre concentration maximale. Le deuxième modèle, c'est un modèle où cette fois, on considère une administration par voie orale. Et là, la différence avec celui d'avant, c'est qu'on voit apparaître un nouveau compartiment ici, qui est un compartiment de dépôt et qui représente globalement l'estomac ou les intestins qui vont avoir un contact avec le médicament en premier lieu. Et là, ces organes-là vont pouvoir absorber le médicament et le faire arriver dans le compartiment central. Ce qui est important à retenir également, c'est qu'il n'y a pas la totalité du médicament qui va arriver dans le sang, et c'est pour ça que dans les équations qui sont en dessous, il y a un petit coefficient F ici qui est multiplié par la dose vraiment administrée à l'homme, parce qu'il n'y en a qu'une partie qui va atteindre le sang, parce qu'elle a été éliminée avant. Et donc finalement, il y a 4 paramètres un peu principaux que j'ai remis en haut ici, sur lesquels, qui vont influencer la concentration maximale. C'est ce que je présente ici. Donc là, je vais représenter 4 graphiques différents, et c'est des profils de la concentration plasmatique en fonction du temps, et ça montre l'influence de chacun des paramètres. Donc si par exemple je lis celui en haut à gauche, là c'est l'influence de la clairance, donc la vitesse à laquelle, le débit auquel va être éliminé le médicament, et si jamais on l'augmente, l'interprétation, c'est le médicament va être éliminé plus rapidement, et c'est ce qu'on peut voir également ici, c'est que la concentration maximale, en fait, elle est de plus en plus petite en fonction de la valeur de clairance qu'on observe, et le même genre de réflexion explique en fait l'importance des 3 autres. Donc là, on a nos 4 paramètres, et à partir de ces 4 paramètres, on peut trouver le Cmax par des simulations, exactement comme ce que je viens de montrer juste avant, sauf que au fur et à mesure du développement du médicament, par exemple, dans des phases très très précoces, on n'a pas forcément accès à l'ensemble de ces paramètres, et donc il faut trouver d'autres manières de faire pour pouvoir estimer cette concentration maximale. Et donc, par exemple, il y a un calcul, quand on a uniquement un volume de distribution, ce calcul-là, ça nous donne une estimation haute de la concentration maximale. Et si jamais, par exemple, on a la clairance en plus, on peut effectuer ce calcul-là qui représente des doses multiples. C'est-à-dire que si on fait, par exemple 12 heures d'intervalle, 24 heures d'intervalle des nouvelles doses, on peut multiplier par ce coefficient qui est un coefficient d'accumulation et qui dépend de la clairance et du volume. Tout ça pour dire qu'en fonction des données qui sont disponibles, il y a différentes méthodes pour réussir à estimer cette concentration maximale. Et donc finalement, l'ensemble des scénarios, on est parti des 4 paramètres du début, et j'ai rajouté le coefficient d'accumulation si jamais on regarde des doses multiples.
À partir de ces 5 paramètres-là, on peut définir des modèles différents, donc pour différents droits d'administration et même pour pour différentes doses en fonction du médicament considéré. Et ce qui va rajouter encore des possibilités, c'est que chacun de ces paramètres-là peut être obtenu de différentes manières en fonction du développement. C'est-à-dire que par exemple, la clairance, il n'y a pas de manière de l'obtenir de manière physico-chimique, mais par contre, en in vitro, il y en a 2 versions. Et en in vivo, il y en a une valeur in vivo souris. Et en fait, toutes ces possibilités-là, quand on les multiplie un peu entre elles, ça nous donne un total de 210 scénarios différents qui vont donner 210 valeurs de concentration maximale différentes estimées, donc qui correspondent en fait à différentes hypothèses qu'on peut faire sur le fonctionnement du médicament. Et donc maintenant qu'on a tous les scénarios, on peut passer à l'étape d'après, qui est une étape de comment est-ce qu'on détermine une dose qui serait toxique, ici pour le cœur en particulier. Alors ce que j'appelle une dose toxique depuis tout à l'heure, c'est en fait une dose qu'il faut administrer pour arriver à une concentration en seuil. Donc dans le dessin que j'avais fait au tout début, c'est pour arriver à la concentration seuil en haut, et cette concentration seuil qui est considérée toxique. Voilà, c'est pour ceux qui le savent, on utilise en fait ce qui s'appelle l'IC50, c'est la concentration à laquelle on a 50% de l'efficacité du médicament. Et si on dépasse plus cette valeur-là, elle est élevée, en fait, ça veut dire que plus on a besoin de médicaments pour pouvoir avoir une efficacité, et donc plus il y a un risque, en fait, de toxicité. Donc c'est ce seuil-là qu'on essaie de ne pas dépasser pour ce qui est de la concentration toxique. Ok. Maintenant, comment est-ce qu'on peut la calculer? Ça vient du fait que on utilise en fait nos simulations, donc on rentre une dose arbitraire dans nos simulations ou dans nos différents calculs, et on obtient en fait une concentration maximale. Et puisque l'ensemble des modèles qui ont été considérés ici sont linéaires par rapport à la dose, c'est des modèles très simples qui sont vraiment linéaires par rapport à la dose. Et donc une fois qu'on a la concentration seuil à ne pas dépasser, on peut retrouver la dose toxique qui est associée et qu'il ne faut pas administrer, parce que sinon on a une réaction toxique. Et pour ce qui est de l'interprétation, parce que j'en reparlerai après, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, quand on a une dose toxique élevée, le médicament est considéré safe, parce que ça veut dire que il faudrait administrer une forte dose de médicament avant d'atteindre le seuil où on devient toxique. Et donc, si par exemple, même cette dose-là n'est jamais administrée dans des schémas d'administration normaux, on n'atteint jamais le moment où ça devient toxique. Alors qu'au contraire, lorsqu'elle est basse, on peut facilement atteindre dans des schémas d'administration classiques, et donc on va considérer que le médicament est toxique. Ok. Et maintenant, avec tout ça, il faut réussir à les comparer, parce qu'on a bien vu que si on a 210 scénarios, qu'on a 210 façons différentes d'avoir une concentration maximale, on a 210 valeurs différentes. On a aussi une dose toxique pour le cœur, une dose toxique pour le foie, ça fait 420 valeurs différentes. Et qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Alors, ce qu'on en fait maintenant, c'est que on a 3 étapes. La première étape, c'est d'essayer d'identifier les composés qui en fait vont être très safe. C'est-à-dire que sur les composés que j'étudiais, il y avait une dose d'administration qui était de 0,5 g, et on savait que dans les schémas d'administration, on ne dépasserait jamais cette dose. Et donc, si jamais ma dose toxique que j'ai prédite et que j'ai calculée par la manière dont j'ai dit avant, elle est plus grande que ce seuil-là, je peux dire, OK, celui-là, ce composé, je ne le regarde plus, il n'est pas toxique, on continue son développement et il n'y a pas de problème. Après, la deuxième étape, c'est d'essayer d'éliminer tous ceux qui, à ce stade-là, sont déjà toxiques. C'est-à-dire que si la dose que j'ai prédite, elle va être plus basse que ma dose à laquelle on devient efficace, c'est-à-dire qu'on devient toxique avant de devenir efficace, et donc là, c'est un médicament qui, du coup, va être éliminé du processus. Et après, la dernière étape, c'est si on n'est pas sûr, c'est-à-dire que dans certains scénarios, un composé pourrait peut-être être safe, mais dans un autre, il pourrait être toxique, et en fait, on se retrouve dans une zone au milieu, et c'est ce que je vais présenter par la suite, comment est-ce qu'on fait avec ce qui reste. Les résultats que j'ai présentés là, c'est avec 7 composés qui ont été... c'est 7 médicaments pour un traitement cancéreux. C'est des médicaments qui sont en développement à servir, qui sont étudiés à servir en tout cas.
et dont on avait les données. Et ce qu'il faut aussi garder en tête, c'est que tout ce qui est fait après, ça dépend des données dont on a. C'est-à-dire que là, j'avais plein de données parce que c'est des anciens composés, mais c'est un mécanisme qui peut être en fait, itératif et qui peut se faire en fonction des données dont on a. Donc, pour détailler un petit peu plus la troisième étape, comme je l'ai dit, on a 210 scénarios. Et donc, pour chacun de ces scénarios, on peut essayer de classer les composés du moins toxique au plus toxique, ce qui revient à dire qu'on peut les classer en termes de dose toxique décroissante. Parce une dose toxique haute, ça veut dire qu'on a un composé safe. Donc ça, c'est ce qui peut être fait pour chacun des scénarios. Mais chacun des scénarios peut avoir un composé peut avoir un classement différent en fonction du scénario qu'on regarde. Et donc, à partir de là, pour pouvoir comparer les composés, l'idée c'est de calculer pour chaque composé une proportion de scénarios pour lesquels il fait partie, par exemple, des deux meilleurs. Parce que là, ça veut dire que on considérera qu'il est un peu plus safe. Donc si je détaille un petit peu plus, on a défini un critère de sélection qui était là, on va être parmi les deux composés les plus safe pour un scénario donné. À partir de là, on peut définir une proportion de sélection, c'est-à-dire une proportion pour laquelle un composé va être parmi les deux premiers, donc le nombre de scénarios pour lequel le composé fait partie des deux premiers, divisé par le nombre total de scénarios. Et donc, par exemple, si on a une proportion d'un composé A qui va être plus grande qu'une proportion d'un composé B, on va considérer, l'interprétation, ça va être que le composé A est plus safe que le composé B. Et ce processus-là, ce calcul-là, il peut être fait avec différentes listes de scénarios. On avait 210 scénarios au départ, sauf que certains composés, par exemple, il va me manquer une donnée, et donc je peux calculer, je peux pas forcément calculer pour tous les scénarios. Donc soit on regarde pour l'ensemble des scénarios, soit pour les scénarios qui n'ont pas de données manquantes, parce qu'une donnée manquante, ça peut introduire un biais dans le classement entre les composés. Et on peut aussi simuler, entre guillemets, un développement de médicaments, dans le sens où là, j'avais tout le temps toutes mes données, mais on peut regarder uniquement le data package des données physico-chimiques en se disant que on est au tout début du développement, ou alors rajouter également les données in vitro, ou rajouter également les données in vivo. En termes de résultats, je présente ici les proportions de sélection pour chaque composé. À gauche, j'ai représenté les proportions de sélection lorsque j'utilise l'ensemble de mes 210 scénarios. Et à droite, j'utilise uniquement les scénarios pour lesquels je n'ai pas de données manquantes. Là, ce qu'on ressort ici, c'est que les deux meilleurs composés dans les deux cas, ce sont les composés S4 et S2 ici, et S2 et S4 ici. Pour interpréter un petit peu, pour lire un petit peu ce graphique, ici en dessous, on a vu qu'on a été parmi les deux premiers dans 205 scénarios sur les 210. Donc on a une proportion de 97% à peu près. Et de l'autre côté, là on n'avait que 125 sur les 130 scénarios qui restaient une fois qu'on enlevait les scénarios pour lesquels on avait une donnée manquante. Et là, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'en fait, ici, j'ai remis le nombre de scénarios pour lesquels on a des données manquantes. Le seul pour lequel on a des données manquantes, c'est le composé S2. Il y a une donnée manquante qui fait que 80 scénarios ne peuvent pas être étudiés. Et ce qu'il faut remarquer, c'est qu'en fait, lorsqu'on regarde uniquement les scénarios où on n'a pas de données manquantes, le composé S2 est premier. Et ça s'explique par le fait que dès qu'il y a une donnée manquante, le S4, qui a l'air d'être le deuxième meilleur, prend la place du premier, ce qui fait que à gauche, il est premier et à droite, il est deuxième. Mais dans tous les cas, ce sont ces deux composés-là qui sont identifiés comme étant les deux meilleurs. Et c'était une bonne chose parce que c'est également ces deux-là qui ont été identifiés comme étant les moins toxiques par des études de toxicité faites à Servier. Deuxième chose, c'est que si j'enlève cette fois les données qui étaient, si j'enlève les scénarios qui utilisaient des données in vivo, donc les données souris, j'ai du coup moins de scénarios que je considère, il n'y en a plus que 124 et pas
et pas 210. Mais c'est les mêmes résultats qui ressortent dans le sens où c'est encore S2 et S4 qui ressortent comme les deux meilleurs. Et donc ça, c'était un point important parce que ça veut dire que possiblement ces études-là n'apportent pas au résultat final qui est trouvé ici en termes de prédiction de toxicité. Et donc, pour conclure, on a atteint, l'objectif a été atteint. On avait plein de Cmax au départ qui étaient estimés. On avait une grande variabilité, mais avec ce système de classement par scénario, puis sélection des deux meilleurs, il y a un ranking qui est possible. Et pour les composés étudiés ici, les données in vivo souris n'étaient pas nécessaires. Et on a en plus retrouvé le classement trouvé par des études de toxicité. Et pour ce qui est un peu plus du côté pratique, le script qui va générer qui va générer les scénarios, calculer les scores, etc., est très rapide. Et comme j'ai déjà pu dire, le process est itératif. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les données arrivent, on peut relancer le script et voir ce que ça donne. Après, il y a des améliorations possibles. Notamment, j'avais parlé du fait qu'on allait estimer une dose toxique pour le foie. Ça n'a pas été fini. Et il y a eu une possibilité de lien avec un autre modèle de toxicité hépatique parce que la toxicité hépatique est plus compliquée que celle pour le cœur, d'après ce que j'avais vu. Et il y a aussi la possibilité de toujours rajouter d'autres scénarios qui n'ont pas été forcément pris en compte ici, ou d'autres formules de paramètres, ou d'autres méthodes de calcul des paramètres. Et c'est tout pour moi. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Chloé. C'est cool de voir ça parce que je trouve que nous, on s'intéresse beaucoup aux impacts des interventions au niveau populationnel. On regarde un peu voilà, finalement, quand c'est déjà là ou bien quand c'est en études cliniques et ça serait quoi l'impact potentiel. Mais on ne regarde pas trop les étapes précliniques. Du coup, c'est cool d'avoir une petite explication. En plus, ça relie avec des outils que nous, on utilise en modélisation. Donc c'est chouette. Est-ce qu'il y a des questions pour Chloé dans la salle ou en ligne? Moi, j'ai une question. Je sais pas si, j'ai demandé, j'ai pas trop bien compris. Tu calcules les Cmax, et j'ai pas compris comment tu passes à la dose toxique. Tu parles d'un threshold, mais c'est quoi du coup le threshold Je reviens. Si je reviens c'est pour ça. Et je me demandais c'était quoi le threshold choisi et est-ce que vous le faites varier ou pas? Non, en fait, le threshold choisi, c'est une donnée qui arrive après avec des études in vitro. En fait, c'est une IC50 qui m'est donnée et qui me dit il y a cette concentration-là, on va avoir de la toxicité. Quelque chose qui est fait d'un point de vue in vitro sur des cellules. C'est une donnée qu'on m'avait fournie. Donc sur la formule, sur la formule, elle est c'est un produit en croix en fait entre ma concentration seuil, la dose que j'avais mis actuellement dans mes simulations divisée par le Cmax que j'ai obtenu dans mes simulations. Et ça me permet de revenir à la dose qui serait toxique, enfin la dose qui atteint le seuil. Ok. Et ça, c'est un mécanisme qu'on avait fait comme ça parce que c'était aussi une manière qui avait été utilisée pour calculer la dose efficace. C'était aussi le même type de raisonnement, mais cette fois en prenant une IC50 qui parlait de l'efficacité. Oui, ok. Mais c'était le même type parce que justement sur des modèles, quand on n'a pas beaucoup de données, on ne peut pas faire beaucoup plus que les petits modèles qu'on a fait là. Et donc l'avantage aussi, c'est qu'on reste linéaire par rapport à la dose, donc c'est facile de revenir à la dose une fois que tu as une concentration à ne pas dépasser. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Chloé? Oui, Judith? Merci beaucoup, Chloé. Alors, est-ce que ça a l'air très évident ce que tu présentes? Alors, donc, du coup, je pose la question un peu bête. Alors, je suis étonnée que ce n'est pas quelque chose qui se fait de toute façon. En pharmacologie, les cinétiques calculées. Donc, ici, c'est vraiment ce qui est particulier de vraiment
cette envie de combiner toutes les données disponibles de différentes phases du développement du médicament. Et puis, deuxième question un peu annexe, c'est donc, est-ce que cela permet de peut-être avoir des recommandations un peu plus solides pour le dosage des médicaments pour les enfants, pour les femmes enceintes et personnes âgées, etc. Parce que c'est là où typiquement les données, alors cliniques surtout après, manquent et puisque si tout sort un peu de l'expérimental, c'est toujours spécifique à certains scénarios. Si tu peux expliquer un peu comment ça va dans la suite pour voilà, des populations cibles spécifiques. Ouais. Alors là, en fait, ça n'a pas été pris en compte dans le type de population parce qu'en fait, on est dans un stade très tôt et donc il n'y a pas de données pour faire la différence. Dans mes modèles, en fait, il n'y a pas de notion de. Je sais pas, il y a pas cette notion-là. On ne différencie pas en fonction des personnes. Après, sur des modèles plus compliqués qui peuvent être faits une fois qu'on a plus de données et qu'on avance justement dans le développement, là, c'est d'autres modèles qui permettent de faire la différence, de mettre des coefficients en fonction des types de populations étudiées. Mais dans ce stade-là, très tôt, en fait, il n'y a pas de quoi le faire. En tout cas, pas à ma connaissance. Mais ce qui est certain, c'est que là, moi, j'avais présenté ces résultats-là aux équipes du coup de toxicité à Servier. Et eux, ce qui les intéressait, c'est qu'en fait, ça aide à déterminer quelles études sont faites sur les animaux, par exemple, pour déterminer la toxicité. Et qu'il y a possiblement des études qui donc, ne seraient pas faites, ou certains composés ne seraient pas étudiés, parce que c'est clair avec ce que j'ai fait là qu'ils seraient trop toxiques. Et donc, ce serait plus pour justement accélérer un petit peu cette phase-là de recherche chez l'animal, parce que dans les médicaments que j'avais étudiés, ça avait duré longtemps. Mais c'est vraiment sur des phases en amont où on ne peut pas prendre en compte, en tout cas, je ne sais pas trop pour les types de population. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est fait après. Donc, quelque part, cette approche ici, elle n'était pas nécessaire ou pas considérée comme nécessaire, puisque de toute façon, on pouvait faire les essais animaux un peu comme on voulait. Et puis aussi, les temporalités étaient autres. Il y avait plus de temps pour le développement de médicaments. Et comme tout s'est accéléré, et il ne faut pas trop avoir recours aux essais animaux, voilà. Est-ce qu'on peut se le représenter un peu comme ça? Que du coup, ça fait que ce besoin est là. Oui, c'est ça. Ça permet vraiment d'accélérer. En fait, là, quand je le présentais aux équipes de toxicité, moi, j'ai fait ce truc-là. Et donc, en 6 mois, j'avais les mêmes résultats que ce que eux, ils avaient fait après de nombreuses études chez l'animal. Ça les intéressait en fait de pouvoir. Après, c'est pas, ça reste des simulations avec des modèles simples, donc c'est à relativiser et c'est aussi été fait que sur ces 7 compartiments et ça a pas été fait sur. Ça n'a pas été testé, on va dire. Mais c'est un outil d'aide à la décision qui va faire partie après du processus. Ça va être ancré dans le processus de décision sur quels composés continuent le développement ou pas et quelles études animales sont faites ou pas. Merci. C'est intéressant parce que du coup, les études animales, normalement, c'est bien encadré et tout, et il faut vraiment justifier et dire, oui, c'est nécessaire, il y a une raison, on prend tel nombre d'animaux parce que c'est pas plus que nécessaire, mais pas moins que nécessaire et tout. Et du coup, finalement, quand tu fais ça et qu'après tu trouves que c'est cohérent avec ce que eux... Ouais, ils ont fait après avec des études après. Voilà, et surtout, le point qui était intéressant, c'est qu'on t'a dit, si je zappe les données des animaux, j'ai quand même les mêmes résultats. Après, ce qui a nuancé, c'est que je suis restée dans un stade très précoce, donc j'ai utilisé que des données souris. Ce qui sont aussi les données qui sont les plus loin des données humaines. C'est-à-dire que possiblement des données chiens ou singes n'auraient pas le même impact sur mon résultat. Mais dans ce stade-là, je n'avais pas besoin de données souris pour arriver à un résultat qui était cohérent. Parce que je restais justement très tôt, parce qu'en fait, il y a des études de toxicité qui sont aussi faites en parallèle d'un début de phase 1. Et donc, moi, je me plaçais vraiment avant la clinique. Donc, il n'y avait pas forcément toutes les études animales qui sont disponibles. Et le but, c'était justement de voir est-ce qu'on peut faire, avant des études animales, d'avoir un résultat de toxicité
avant de faire les études animales. J'avais une dernière petite question qui était sur le début, quand tu as dit qu'il y avait 90% des essais cliniques du coup, qui échouaient. Mais et du coup, dans ces 90%, là, tu t'es focalisé sur la toxicité. Oui, parce que à quel point est-ce que c'est ça qui joue? Et 30%, je crois. Donc 30% des échecs, oui, c'est à cause de la toxicité. Oui. Ok, ouais, c'est vraiment pas négligeable. Oui, il y en a quand même beaucoup. Après, il y en a, il y a aussi des problèmes argent parce que ça juste ça peut pas finir. Mais il y en a beaucoup qui, en fait, des toxicités sont découvertes en phase 3. Okay. Et là, ça coûte cher et du coup, ça s'arrête et c'est jamais fini. Mais il y a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Parce que normalement, tes toxicités, tu vas plutôt voir ça. Bah oui, mais c'est qu'il y en a qui apparaissent jusqu'en phase 3. Et si ça n'a pas forcément été vu avant, c'est un peu tard. Okay. Et donc l'idée c'était de les voir, justement d'essayer de les prédire au plus tôt pour ne pas avoir ces problèmes qui apparaissent derrière. Et c'est un vrai problème parce qu'il y en a beaucoup qui en fait deviennent toxiques sans qu'on les détecte avant par des études. Ok. Ouais. Encore une question. Allez, vas-y. Juste, je me demandais, quand tu compares les 200 scénarios ensemble, est-ce que vous avez réfléchi à dire, est-ce qu'il y a des scénarios qui sont plus informatifs que d'autres et à leur donner un plus gros poids parce que là, ils sont mis là, on a tout le monde mis au même poids et on y a réfléchi. Mais dans les faits, là, avec ce que je considérais, on n'y arrive pas. Parce qu'en fait, il y a certains scénarios où je me dis, bon, si dans ce cas-là, ma donnée animale, je considère qu'elle n'est pas très fiable, à la place, je prends ma donnée in vitro. Mais dans les faits, normalement, les données animales sont meilleures. Mais si jamais si jamais l'expérience s'est mal passée ou des trucs comme ça. Et donc, j'arrive à des scénarios où, en fait, j'ai certaines données où je prends des données physico-chimiques, d'autres où je prends des données in vivo. Et donc, on pourrait se dire, on met un poids sur les in vivo, mais finalement, comme on le voit à la fin, ça ne donnerait pas forcément mieux parce que les résultats étaient là avant. Et après, pour comparer les différents scénarios entre eux, c'est juste que c'est aussi des histoires de provenance de données et réussir à donner un poids à une donnée dans tous les cas, c'est compliqué. Parce que justement, il y a des variabilités en termes d'expérience que tu ne peux pas forcément prévoir et qui ne sont pas forcément les mêmes en fonction des composés. Ok. Merci. Bien, encore merci Chloé pour la présentation et pour les réponses aux questions. Du coup, il est 35, Judith, donc on a encore du temps pour ta présentation. C'est bien. Okay. Super, alors j'essaye de partager l'écran avec vous et donc on va partir à l'autre bout du spectre des recherches. Vraiment, voilà, du coup, c'est pas un médicament, mais c'est un médicament, le vaccin, et il est utilisé depuis plusieurs années dans la population et on se rend compte qu'il y a des inégalités sociales concernant l'utilisation du médicament, donc du vaccin, dans la population avec des problèmes santé publique qui suivent. Alors, c'est notamment des résultats du projet PrEF-HPV que, pardon, je vais juste mettre en plein écran, que vous connaissez, je pense. Alors, beaucoup d'entre vous devraient connaître parce qu'on a présenté fur et à mesure, mais jamais sans en parlant trop de cet aspect de l'inégalité. Est-ce que c'est bon pour l'affichage pour vous comme ça? D'accord, très bien. Donc, du coup, alors la vaccination HPV en Europe, alors la situation en 2017, vous connaissez un peu ce problème, que la couverture des jeunes filles à 15 ans, pour qui ce vaccin est recommandé depuis un bon moment, il n'est pas partout super bon. Portugal, Royaume-Uni, Norvège, etc. Là-bas, ça va très bien, d'ailleurs, notamment parce qu'ils vaccinent à l'école. Et puis, la France, est un peu à la traîne en 2017 avec 21% des jeunes filles de cet âge vaccinées. Et donc, du coup, pas seulement ça, mais aussi, il y avait en fait un gradient social assez important sur cette vaccination. Alors, comme c'est souvent le cas quand la couverture n'est pas très élevée, on peut déjà deviner que du coup, il y a un gradient assez fort. Et effectivement, alors ça, ce sont des données de Santé publique France estimées
à partir du SNDS. Et donc, il y a ce qui a été vu, bien sûr, la grande précarité, alors statut CMUC à l'époque, il y avait moins % de probabilité d'être vaccinée pour une jeune fille si voilà, sa famille était en grande précarité. Il y avait, en fonction de l'essence économique de la commune de résidence, donc on est sur le FTEP, cet indice de désavantage social, c'est une variable écologique. On voit que, bon, en fonction des quantiles, il y a des, voilà, il y a des différences et c'est voilà, une perte de probabilité d'être vacciné de -2 à -7%. Et tout cela, même en ajustant sur l'accès aux médecins. Donc, on savait déjà depuis un certain moment qu'il y a des inégalités autour de cette vaccination, ce qui est d'ailleurs particulier parce qu'en France, d'habitude, la vaccination, on dit toujours, puisqu'il y a les PMI, ou il faut presque dire, puisqu'il y avait les PMI, toutes les couches de la population ont accès à la vaccination, en tout cas infantile. Et c'est pour ça que c'est particulier que là maintenant, il y a une vaccination destinée aux jeunes, mais qui n'a plus cette égalité et qui est vraiment objet des inégalités sociales. Donc du coup, je vais vous parler des résultats qui viennent d'un programme de recherche, PREF-HPV. Au début, il y avait une phase diagnostique pendant laquelle voilà, des différentes croyances, connaissances, attitudes ont été évaluées et je vais vous parler des préférences que nous avons observées, alors issues des études conjoint-VAC. Après, il y avait une phase de co-construction pour obtenir 3 composantes d'une intervention. EMM, c'est éducation, notamment, alors éducation en fait dans les collèges, en classe, par les professeurs. Il y avait aussi une partie destinée aux parents, mais qui n'a pas beaucoup été utilisée. Donc, c'était surtout l'éducation en classe. Facilitation d'accès qui était en fait des campagnes à l'école, des campagnes vaccinales à l'école, et puis la formation des médecins généralistes. Et troisièmement, une phase d'expérimentation avec un essai randomisé factoriel, alors factoriel partiel, pour évaluer ces 3 composantes par rapport à leur efficacité. Et puis, donc là, nous avons des données baseline que je vais vous montrer chez les parents et chez les adolescents, comment ça a été en 2021, fin 2021, et puis l'efficacité des interventions. Voilà, donc là, ce sont différents points où on peut regarder les inégalités sociales. Alors, tout de suite, le baseline chez les élèves en 4e et 3e, donc c'était fin 2021, début 2022, on avait presque 7000 adolescents qui avaient participé à ces questionnaires en classe. Et donc, nous avons distingué être au courant des vaccins, être vacciné et avoir l'intention de se faire vacciner si on n'est pas vacciné. Parce que souvent, voilà, les études combinent un peu toutes ces différentes choses. Les données que je vous ai montrées de Santé publique France, c'était être vacciné ou pas. Mais en fait, dans le fait d'être vacciné ou pas, il y a quand même déjà la question, mais est-ce qu'on est au courant? Et donc ici, chez nous, uptake de la vaccination, c'est si on est au courant. Si on n'est pas au courant, on n'est même pas dedans. D'accord? Donc, on a vraiment essayé d'éplucher un peu et trouver et bien comprendre ces différents problèmes. Être au courant, si on est au courant, avoir accès à la vaccination et si on n'est pas vacciné, avoir l'intention. Et donc, du coup, ici, chez les élèves, alors désolé, c'est un peu petit, c'est forest plot, mais être au courant, on a quelques inégalités. Alors déjà, les garçons étaient moins au courant à l'époque que les filles. Et on voit que aussi, en fonction de l'éducation parentale, alors en fait, ceux qui ne connaissaient même pas le niveau de diplôme des parents, ils n'étaient aussi pas au courant du vaccin HPV. Donc, c'est probablement un peu une posture des jeunes qui ne sont pas forcément au courant de tout. Mais on voit aussi que le fait de parler aussi une autre langue que le français à la maison, c'est alors ce que nous prenons un peu comme un proxy pour la sphère culturelle d'où viennent les jeunes. C'était voilà un critère, un déterminant négatif d'être au courant des vaccins. Et puis le FTEP, c'est l'indice de défavorisation. On voit qu'il y a quelque chose qui tire aussi vers ne pas être au courant du vaccin.
Parmi ceux qui étaient au courant, le fait d'être vacciné ou non, ça dépendait, alors à nouveau évidemment des garçons, mais c'est lié à à la recommandation qui ciblait longtemps les filles. Mais on voit aussi que, en fonction du diplôme des parents, si les parents sont moins bien diplômés, on a moins de chances d'être vacciné. En fait, et surtout, ça dépendait un petit peu si on avait eu une visite récente chez les médecins généralistes ou pas. Et alors, ça se voit pas beaucoup, mais en fait, il y a une assez grande différence déjà entre ne pas avoir eu une visite ou avoir eu une visite. Voilà, si on n'a pas eu une visite, ça s'aggrave évidemment. On reste par contre toujours sur le problème de la sphère culturelle, ne pas être parler aussi une autre langue que le français. Ça reste un déterminant pour ne pas être vacciné, même chez eux qui sont au courant des vaccins. Et puis on voit que voilà, le FTP, on est un peu en bordure, c'est pas un facteur très important, mais là aussi, ça tire vers voilà, le manque de la vaccination. Et finalement, qu'est-ce qui se passe pour l'intention si on n'est pas vacciné? Et on voit que là, à nouveau, l'éducation des parents joue un rôle. Alors, ce qui est un peu étonnant, c'est que si on a visité son GP, son médecin généraliste récemment, en fait, ça s'aggrave. Alors, probablement parce que ceux qui sont donc, ils ont eu la possibilité de discuter avec les médecins de la vaccination et donc ils veulent néanmoins pas se faire vacciner. Hein, on l'interprète un peu comme ça. Après, on voit que les 3 niveaux FTEP, tout ça, c'est un peu à gauche. Donc, on voit qu'il y a moins d'intention si on vient de communes plus défavorisées. Et là, on voit beaucoup la distinction entre se souvenir d'avoir parlé à l'école de la vaccination, des questions liées à l'immunisation, alors la vaccination, l'immunité, et d'habitude, ceux qui se souviennent qu'il y avait une discussion à l'école, mais en fait, ils n'ont pas cette perte d'intention vaccinale. Donc, c'est un peu la combinaison entre venir des communes défavorisées et ne pas avoir parlé à l'école de la vaccination. Ce sont des facteurs qui font que les jeunes n'ont pas l'intention de se faire vacciner. Alors, on a regardé la même chose chez les parents, c'est toujours par questionnaire, hein, évidemment. Donc, c'est à peu près pareil, on va dire. Ce qu'on a ici, et désolé, c'est un peu très petit, mais on voit ce très fort gradient qui se profile là au niveau d'être au courant de la vaccination. Et en fait, c'est une combinaison entre la variable langue, donc parler aussi une autre langue que le français à la maison. Ce sont les 3 lignes ici en bas, et la catégorie professionnelle des parents. Et ici, cette catégorie-là qui est vraiment à la traîne, ce sont les parents qui ont une catégorie professionnelle plutôt ouvrier, paysan, et qui parlent aussi une autre langue que le français à la maison. Et eux, ils sont vraiment complètement à la traîne par rapport à la connaissance du vaccin. Et ici en haut, on est sur les cadres qui ne parlent que le français à la maison. Pardon, ils sont de la référence. Ici, ce sont les professions intermédiaires ne parlant que le français à la maison. Donc, on a ce joli gradient qui est très malheureux et un problème pour la santé publique. Alors, parmi ceux qui connaissent le vaccin, qu'est-ce qu'on voit? Alors, on a toujours un peu ce gradient-là en fonction de la langue plus catégorie professionnelle des parents. Et c'est ici qu'on voit le FDEP, l'indice de défavorisation, qui apparaît et qui a son importance. Et finalement, si l'enfant n'est pas vacciné, est-ce qu'on a l'intention de se faire vacciner ou non? Bon, on a toujours les FTEP un petit peu, mais ce n'est pas forcément très graduel, etc. Et par contre, on voit que à nouveau, les ouvriers, d'autres travailleurs qui parlent aussi une autre langue que le français à la maison, ils sont complètement à la traîne. Ils n'ont même pas l'intention de faire vacciner son enfant. Donc, du coup, on a aussi regardé par rapport aux attitudes. Est-ce qu'on peut tout cela traduire ou expliquer par des attitudes qu'on trouve? Donc, on a notre questionnaire 7C que Gaëlle Lièvre a présenté dans le passé.
Et vous avez déjà entendu alors normalement, ceux qui étaient là avant ont pu écouter des présentations par rapport à ça. Il y a donc ici les parents, ce sont les 7 dimensions de ces questionnaires et on voit que par les attitudes, on peut bien distinguer ici à l'intérieur les workers, donc les ouvriers, des professions intermédiaires et tout à l'extérieur, nous avons les cadres et les cadres et les techniciens qui ont globalement des attitudes beaucoup plus favorables par rapport à la vaccination, que ce soit la balance bénéfice-risque ici, calculation, ou bien le bénéfice collectif qu'on peut attribuer à ce vaccin qui protège très bien contre l'infection, donc qui a vraiment un impact sociétal collectif assez important. Donc, il y a bien aussi les attitudes qui ne sont pas du tout les mêmes chez les parents en fonction, ici, tout simplement, leur catégorie professionnelle. Du coup, pour formuler nos interventions, nous avons essayé de trouver des formulations qui peuvent être motivantes pour tout le monde. Et donc, on avait des doutes sur comment dire les choses, mais aussi est-ce qu'il faut ajuster en fonction des sous-groupes. Et donc, du coup, on est arrivé sur des expériences à choix discret. On a appelé cette méthodologie Conjoint Vac parce que nous l'avons développée, peaufinée un peu pour la question de la vaccination et sa communication. Et donc, ceux qui étaient déjà là à d'autres séminaires se souviennent. Donc, c'est une méthode qui est basée sur des scénarios. On va présenter des scénarios, une série de scénarios, une dizaine par exemple, aux participants, avec un cadre qui est toujours le même, une situation dans laquelle le participant doit décider si elle ou il accepte la vaccination ou refuse. Et donc, les scénarios sont caractérisés par des attributs. Et chaque attribut peut prendre différents niveaux, différentes formulations. Et au fil des scénarios, on va permuter les différentes modalités de chaque scénario, de chaque attribut, pardon. Et à la fin, on fait des analyses statistiques là-dessus pour comprendre lequel des attributs et quelle modalité de l'attribut avait beaucoup d'impact positif ou négatif dans la vaccination, dans la décision hypothétique. Et donc, ici, par exemple, sur la vaccination HPV chez les jeunes, on avait la question de ça te protège contre quelle maladie? Est-ce que c'est un cancer? Est-ce que c'est des verrues? Comment est-ce qu'on formule les informations sur la sécurité des vaccins? Est-ce que ça protège uniquement la personne elle-même, aussi d'autres, ou est-ce qu'on parle d'élimination? Et puis, quel type de couverture est-ce qu'on peut informer? Alors, on peut dire que la couverture n'est pas assez, elle est insuffisante, ou bien on peut parler des fortes couvertures dans d'autres pays. Alors, tout ça a différents impacts. Donc, ceux qui se souviennent peut-être qu'il ne faut pas parler de la balance bénéfice-risque. C'est une mauvaise idée parce que c'est très démotivant, en fait. Et par contre, ici, parler d'une couverture élevée dans d'autres pays, ça marche chez les adolescents. C'est perçu comme motivant. Alors, pour aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ces préférences-là ne varient pas en fonction des caractéristiques individuelles, donc la langue qu'on parle à la maison, le niveau de bac de diplôme des parents, est-ce qu'on vient d'une commune défavorisée ou non, filles, garçons, il y a en fait presque aucune variation de ces préférences en fonction de ces caractéristiques sociodémographiques. Chez les parents, on a fait la même chose avec presque le même attribut. Il y avait quand même un point où donc globalement, il n'y avait pas de différence non plus. Alors, donc, tout le monde a un peu les mêmes préférences sur qu'est-ce qu'on apprend sur le vaccin. Il y avait un point où il y avait vraiment un groupe qui était très démotivé par une formulation, là où d'autres groupes étaient motivés. Et en fait, c'est l'explication l'argumentation pour le jeune âge de vaccination par rapport au début des relations sexuelles. Et donc, parce qu'on peut argumenter sur une réponse immunitaire, on peut argumenter sur des relations sexuelles qui doivent être devancées par la vaccination. Et en fait, c'était le sous-groupe des parents qui avaient au mieux le bac comme diplôme et qui étaient français monolingue. Donc, dans ce groupe-là, spécifiquement,
l'information sur voilà, le lien avec les relations sexuelles, le début de relations sexuelles, était fortement démotivant. Donc, le odds ratio était 0,5, donc vraiment un impact assez important. Et par contre, pour les autres groupes, alors plurilingue et monolingue, français monolingue, mais cadre, ou diplôme supérieur que le bac, c'était aussi un argument motivant. Alors, juste pour conclure, quelques éléments sur le essai randomisé. Donc, vous vous souvenez peut-être, on a posé des questionnaires donc à baseline et puis aussi après sur les connaissances, les attitudes. Il y avait ce schéma factoriel d'ailleurs, hein, EMM, la vaccination sur site à l'école et puis la formation généraliste, donc avec 6 bras, y compris un bras contrôle. Et donc, en calculant les effets décomposés, donc en ajustant pour les 3 composantes en même temps, on voit que chez les filles et les garçons, EMM avait un effet sur le fait d'être vacciné ou avoir une nouvelle intention au suivi. Alors, avoir gagné en intention et être maintenant vacciné, parmi ceux qui n'étaient pas vaccinés au début. La campagne également et GP, la formation des médecins généralistes n'avait pas beaucoup d'impact ici sur une durée de suivi un peu limitée. On a aussi regardé sur des items connaissances, attitudes, pratiques, où on voit que campagne vaccinale à l'école, elle a un peu quelques éléments, quelques impacts positifs, significatifs, l'accessibilité et savoir que les amis sont vaccinés. Et par contre, de l'autre côté, EMM a beaucoup plus d'impact en fait sur évidemment les connaissances parce qu'on fait l'éducation à l'école. Heureusement, on voit que ça sert à quelque chose. Ici, les points orange, ce sont les connaissances, mais aussi on gagne en perception bénéfice-risque favorable, etc. Avoir parlé du vaccin avec les amis, penser qu'on a des bonnes connaissances, etc. Donc, c'est globalement un impact très positif aussi de l'éducation à l'école. Et là, quand on regarde par sous-groupe, et à nouveau notre proxy sur la sphère culturelle en prenant le fait de parler aussi une autre langue que le français à la maison, on voit que dans ce groupe-là, même en fait EMM n'a eu aucun effet sur l'intention vaccinale. C'est uniquement chez ceux qui parlent uniquement le français à la maison. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose qui est très inquiétant en santé publique. Quand on croise les 2 variables, formation des parents et langue parlée à la maison, on a ce gradient-là où donc plurilingue, c'est en rouge, mais c'est vraiment là où il y a très peu d'impact et notamment, alors si on n'est pas au courant des parents, ceux qui sont les parents, ça c'est vrai, mais aussi ceux où les parents n'ont pas de bac, c'est clairement, il n'y a pas d'impact. Là où les monolingues conservent un impact qui peut être éventuellement assez élevé. Donc, c'est vraiment un gros problème. Et donc là, nous avons essayé de mieux comprendre avec nos connaissances, attitudes pratiques, qu'est-ce qui s'est passé chez les plurilingues. Et là, vous voyez les impacts donc, versus les français monolingues. Donc, vous voyez ici chez les Français donc, beaucoup de connaissances qui ont été développées, favorisées par l'éducation. Mais en fait, c'est la même chose aussi chez les plurilingues. Donc, ce n'est pas un problème qu'il y a moins de connaissances acquises. C'est pas en fait tellement les attitudes qui sont beaucoup plus négatives, des pratiques non plus, mais en fait, il y a quand même quelques éléments où il y a un impact négatif par le fait de faire cette éducation à l'école. Et en fait, 2 points émergent. Les difficultés à trouver des informations claires sur le vaccin. Donc, faire une éducation à l'école augmente chez les élèves plurilingues le ressenti de difficulté à trouver des informations claires. Et puis, en fait, ils se rendent compte que l'entourage a des opinions négatives sur le vaccin. Donc, ça veut dire en faisant une éducation à l'école, on met en fait les jeunes en difficulté parce qu'ils sont motivés à se faire vacciner, ils retournent à la maison et paf, ils se retrouvent face à voilà, des opinions négatives et puis des difficultés à argumenter. Donc, pour conclure sur toutes ces choses, alors, donc on a des inégalités, c'est inégalité sociale, bien sûr, autour de la vaccination.
La communication n'a globalement pas besoin d'être adaptée en fonction des sous-groupes, sauf concernant la création de liens avec la sexualité de l'adolescent. Une vaccination au collège peut augmenter la couverture sans avoir un effet inégal. Ça, c'est très important pour les campagnes en 5e. Et par contre, l'éducation sur le vaccin HPV au collège est globalement efficace pour augmenter l'intention vaccinale des jeunes, mais elle doit être combinée avec des approches spécifiques visant les parents plurilingues pour avoir un effet égal chez tous les jeunes. Et puis, je mets juste comme point de réflexion, c'est voilà, les inégalités sociales dans la campagne vaccinale HPV qui est menée maintenant tous les ans en 5e, et on travaille actuellement avec l'ARS, ARS Île-de-France là-dessus. Et juste en regardant les proportions des élèves vaccinés dans les collèges, et si on croise ça avec les différents indicateurs de position sociale des collèges, ce qui correspond certainement aussi à leurs moyens, les difficultés qu'ils ont par ailleurs, on voit que malheureusement, le succès des campagnes et peut-être aussi la qualité des campagnes dans les écoles montre un très fort gradient en fonction de dans quel type de commune, dans quel type de population se place le collège. Et donc, même si dans Très Bref HPV, nous avons pu démontrer que la vaccination à l'école ne crée pas de nouvelles inégalités, il est possible qu'en réalité, telles que les campagnes sont menées, ils peuvent à nouveau renforcer des inégalités. Mais on est en train de travailler sur cet aspect-là. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a des questions. Merci N'hésitez beaucoup. pas. Merci. Est-ce qu'il y a des questions avant que moi j'en pose une, du coup, ici? Ok. Moi, j'avais une petite question, du coup. Donc, ouais, on avait vu beaucoup ce projet dans différentes présentations, mais je me rappelle plus si... donc, tu as cette première étape de questionnaire où tu regardes un peu l'état des connaissances des individus sur le vaccin, puis après, tu as ces interventions-là qui sont mises en place, et après, tu regardes l'impact. Mais je me rappelle plus si, du coup, les interventions, vous les avez adaptées en fonction de l'état des connaissances. Donc, je pense à l'intervention d'éducation. Est-ce que... Ouais, donc c'est peut-être là, justement, voilà, donc, éducation, motivation, mobilisation. Je ne sais pas si ça avait été fait en ayant les résultats de la première partie ou pas. C'était lié comment, ces deux éléments? Alors, ce que je vous ai montré, le baseline, effectivement, il a eu lieu une fois les interventions étaient déjà définies. Donc, voilà, là, on n'a pas pu prendre ces résultats pour les injecter dans la co-construction. Et par contre, il y avait dans cette phase diagnostique, il y avait des études qui parlaient aussi des connaissances. Alors, ce n'était pas le questionnaire 7C, donc on n'a pas pu avoir un diagnostic aussi fin. Par contre, les préférences dont je vous ai parlé, ces choix discrets, ces éléments-là, on les a eus au moment de la co-construction et l'éducation a été développée, alors notamment un jeu sérieux, les guides pour comment en parler en classe ont pu être inspirés par ces éléments de langage. Alors, par exemple, ne pas dire que la couverture est insuffisante, plutôt parler de la couverture élevée en Angleterre, etc. Donc, des éléments comme la balance bénéfice-risque que nous avons carrément barré du langage. Voilà, donc ça, ce sont des éléments qui ont pu inspirer le développement des composantes. Ok, merci. Et juste un autre petit truc aussi, je ne me rappelle plus aussi si vous aviez dit à un moment, mais toutes ces méthodes-là, ce framework finalement, est-ce que, c'est vraiment une question naïve parce que je ne connais pas le sujet, est-ce que ça avait déjà été regardé pour d'autres types de vaccination ou est-ce que c'est prévu que ça soit regardé pour d'autres types de vaccination, de vraiment justement faire un peu tout ce travail-là d'établir des connaissances, puis après mettre en place l'intervention
Alors, en fait, pas beaucoup. Alors, aux États-Unis, certainement pour certains vaccins, dont le HPV. Mais c'est vrai que la recherche interventionnelle autour de la vaccination, elle manque en France. Et HPV, ça a été financé par l'IRESP et c'était même, voilà, il y avait un appel aux équipes qui voulaient contribuer. Donc, il y avait, voilà, aussi tout ce projet a été co-développé par plusieurs équipes de recherche. C'est assez ambitieux, mais en fait, en même temps, on voit que ça sert à quelque chose. Et malheureusement, en vaccination, oui, il n'y a pas les financements, pas forcément les financements pour faire ça, mais je pense que par exemple pour la vaccination grippe, où il y a plein de questions, ça pourrait être intéressant au même titre. Alors, avec différentes questions, bien sûr, qui se posent, mais oui, mais donc on espère de pouvoir booster un peu la recherche interventionnelle sur la promotion vaccinale. Ah oui, ça serait cool parce que pour nous, c'est toujours très facile de dire dans nos travaux, oh, faudrait qu'on arrive à 70% de couverture vaccinale, mais comment est-ce qu'on y arrive? Bon, là, après, on fait un peu l'autruche et on se dit, oh, c'est pas notre préoccupation, mais du coup, oui, c'est vrai que c'est important. Ouais. Alors, donc, du coup, moi, mon credo est un peu qu'on peut optimiser la communication et c'est notamment par ces expériences à choix discret qu'on peut, en même temps, surtout, en fait, identifier les erreurs de communication. Parce que peut-être on peut tout simplement déjà commencer par les erreurs et après par les baguettes magiques. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ici dans la salle? On est un peu à la fin de la durée de notre séminaire. Bon, on a réussi, on est à peu près à l'heure, ça va. Donc, ok, bah, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là alors. Donc pour nous, c'est moi qui présente la prochaine, ok. Donc de notre côté, ça sera moi et je sais pas du côté Et donc du UEM. coup, j'ai un doute si on avait finalement défini pour la fois prochaine. Surtout moi, je suis pas là, mais je vais voir dans l'équipe Ok, qui va présenter. Mais après, on a les créneaux remplis déjà. Donc, ok, d'accord. Bon bah, ouais. on voit suspense pour la prochaine Ouais, c'est fois. ça, exactement. On se reprend. Ok, bah merci à tous du coup et bonne fin de semaine et bon week-end. Bon week-end. Ciao. Au revoir. Merci.